Merci Marine. Effectivement, Marine de temps en temps prend des petits coups de stress et j'ai une conviction, une détermination, un chemin aussi et un entraînement qui fait que je suis convaincu que l'écologie politique peut et va gagner cette présidentielle en avril 2022. Et si je suis convaincu de cela, si j'ai mis peut-être de côté depuis une grosse dizaine d'années maintenant ma vie associative de militant, ma vie professionnelle, si j'ai rééquilibré mon temps entre mes copains, ma famille et l'engagement politique, c'est que je crois que c'est aussi notre responsabilité. Et si nous sommes en capacité d'assumer cette responsabilité aujourd'hui, ça n'est pas juste grâce à vous toutes et tous qui êtes là aujourd'hui, mais c'est grâce aux générations d'écologistes qui nous ont précédés, qui se sont engagés à un moment où la prise de conscience n'était pas là, où il fallait continuer à mettre des missiles sur le Larzac, où il fallait continuer à construire des aéroports un peu partout, où il fallait continuer la course à la croissance du PIB, où la France, son objectif était de se mettre au diapason de la marche du monde. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est aussi parce que nous sommes ici adhérents de formations politiques. Et que ces formations politiques, elles ne marchent pas toutes seules. C'est un vrai engagement, un vrai investissement pour tous ceux qui y passent du temps. Et je voudrais remercier Julien Bayou, je voudrais remercier Sandra Regol, Jérémy Yordanov, tous les membres du bureau exécutif, tous les membres du Conseil fédéral, tous ceux qui aussi, les représentants des partis du pôle écologiste, tous ceux qui s'investissent dans les partis, ceux qui se tapent le travail qui est un travail nécessaire, indispensable à la vie politique, les conseils statutaires, les conseils de résolution des conflits, les conseils d'alerte sur le harcèlement, tout ça est nécessaire, tout ça c'est un travail qui ne se voit pas de l'extérieur et qui est pourtant si essentiel à la vie démocratique. Donc je voudrais les remercier aussi les organisateurs qui doivent être hyper fiers et heureux de nous voir d'abord si longtemps réunis, de nous voir d'abord si longtemps, si nombreux réunis aujourd'hui. Ils ont dû bosser tout l'été pour qu'on soit accueillis comme ça. Ils ont bien fait les choses dans ce parc extraordinaire. Nous avons accueilli, je vais récupérer les morceaux, on ne sait jamais. Ils ont travaillé tout l'été et un grand bravo à eux. Nous savons tous ce que c'est que d'organiser des événements, donc un immense bravo à eux. Je vais vous parler, d'abord je vais enlever ma veste parce qu'il fait chaud. J'arrête là. Pour le reste, il y a déjà plein de traces partout, mais mes copains, restant mes copains, même après des décennies et même après des années, après la sortie de l'école d'ingénieur, ces photos ne sortent pas. Donc vous voyez, vous les mettrez à ma chemise. Nous avons là une rentrée politique qui est singulière. Une rentrée politique qui est singulière parce que le contexte national et le contexte international est extrêmement troublé. Nous l'avons vu pendant ces campagnes des départementales et des régionales en France. Nous le voyons partout, le monde vacille. Au Canada, aux États-Unis où il y a l'un des plus grands feux de l'histoire en ce moment en Californie, en Grèce, en Turquie, en Algérie de façon tragique, dans le Var, là, tout près de nous. Nous avons vu les inondations en Belgique, en Allemagne, nous percevons cela et puis nous sommes depuis 3 jours, nous sommes stupéfaits de voir la rapidité avec laquelle les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan et sidérés, scandalisés de la position qu'a pris Emmanuel Macron. Je sais que face à l'oppression, face à l'obscurantisme,
c'est l'honneur d'un pays, c'est aussi sa constitution, c'est aussi le respect de ses engagements internationaux à travers la Convention de Genève de 51. C'est aussi tout cela qu'ont montré les maires écolos en prononçant ces mots forts autour de l'accueil. Je suis fier d'appartenir à cette famille d'écologistes, pour moi qui n'ai pas été un écologiste de tout temps. Le contexte est troublé, nous avons un rôle majeur. Nous avons un rôle majeur quand certaines familles politiques sont embourbées dans leurs questions internes. Nous avons, là, un moment démocratique dans les 4 semaines qui nous séparent du vote à cette primaire écologiste, parce que nous prononçons un message clair, une campagne qui enfin parle des vrais sujets, qui ne reste pas juste sur des questions de sécurité, identité, parce que nous avons un processus qui est transparent, qui est limpide, dont les règles ont été fixées, le calendrier et qui est tenu, parce que nous connaissons le résultat de cette primaire, nous aurons une candidature écologiste et que nous sommes le seul endroit où nous aurons, pour tous ceux qui veulent que l'écologie pèse, le seul endroit où ils peuvent affirmer que le résultat sera une candidature écologiste à coup sûr. Ils savent pourquoi ils s'engagent, ils savent pourquoi ils votent. Vous pouvez aller les chercher. Et si en plus vous allez les chercher et que vous les motivez pour voter pour moi, bah vous pouvez leur dire. C'est revenu. Vous pouvez leur dire qu'ils auront une candidature écologiste qui sera engagée avec détermination, avec enthousiasme, avec courage, parce qu'il en faut, qui s'appuiera aussi sur leur détermination, leur courage et leur énergie, et qui donnera tout pour gagner en avril prochain. Échange standard. Cette conviction qu'il y a une majorité culturelle à révéler en France, une majorité culturelle écologiste à révéler en France, elle sort renforcée de 2 Tours de France. Le premier, il a commencé aux côtés d'Eliane Romani le 20 octobre à Mulhouse, avec Loïc, avec bien d'autres. Nous étions là au début de cette campagne des régionales. Et il s'est terminé aux côtés de Fabienne Grébert à Grenoble dans le meeting d'entre-deux tours où les écologistes ont su rassembler autour de l'écologie politique le 24 juin. Ce Tour de France-là, il m'a donné la conviction que les écologistes partout progressaient en termes de socle électoral, que partout ils changeaient de culture et travaillaient pour l'exercice du pouvoir. En tant que maire élu en 2014 à la tête d'une équipe diverse, en tant que maire réélu en 2014 avec une équipe également diverse qui a su fédérer autour d'elle, je venais leur dire que l'écologie au pouvoir, ça marche. Et ce message-là, je crois qu'il est extrêmement important. Après 2014, j'étais invité un peu partout pour dire que l'écologie peut gagner. Maintenant, la donne a changé. Nous venons dire que l'écologie au pouvoir, ça marche. Et puis j'ai fait un second Tour de France depuis la déclaration de candidature le 30 juin. Il a commencé à Clichy-sous-Bois, aux côtés de Mohamed Meshmash. Il s'est terminé à Oloron-Sainte-Marie, dans ma vallée, mardi matin, après avoir été sur la plaque des conseillers régionaux, en mémoire du dernier glacier des Pyrénées-Atlantiques, disparu il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Et ce Tour de France-là, cette fois-ci en tant que candidat, il m'a fait sentir à quel point les Françaises et les Français vivaient aujourd'hui à la fois des aspirations extrêmement fortes, mais également qu'ils vivaient une insécurité économique et sociale, climatique, existentielle même, et qu'ils cherchaient des réponses à cette insécurité extrêmement forte. J'ai rencontré des parents qui se disent qu'ils ne savent plus comment protéger leurs enfants.
que le monde a changé depuis qu'ils ont commencé leur vie professionnelle. Je me rappelle de ce paysan d'Asbrook qui nous accueillait et qui, lui, tirait sa reconnaissance d'être un des premiers pontes de l'insémination artificielle, un des pontes de la FNSEA aussi, et qui voit aujourd'hui ses enfants qu'il avait plutôt encouragé à quitter l'agriculture, revenir et transformer sa ferme en bio, passer à l'élevage extensif. Et ce paysan qui se retrouve cornérisé dans ses cercles d'amis, parce qu'il a toujours ses cercles d'amis de la FNSEA, il avait la larme à l'œil en voyant ses enfants qui faisaient des choses qui avaient du sens pour eux et qui étaient cette nouvelle génération. J'ai vu aussi cette jeunesse qui ne veut plus avoir d'enfants, non pas parce qu'elle ne voudrait pas avoir d'enfants et c'est très respectable, mais parce qu'elle ne voit plus d'avenir pour les générations futures. Et cela, ça m'a évoqué des chansons qui nous portaient dans ma jeunesse, parce que moi aussi j'étais un jeune pompiole, mais il y a très très longtemps. Cette chanson de Maxime Le Forestier, ça sert à quoi tout ça? L'éternité n'est plus en siècle mais en jour, et que nos enfants, on se demandait s'ils auraient assez de temps pour arriver à l'âge d'hommes et de femmes, et s'ils trouveraient encore des pommes à croquer sur terre. Cette jeunesse-là, celle qui voit cette violence partout, grandir autour d'elle, je l'ai senti, je l'ai perçu, mais après ce Tour de France, je ne suis pas désespéré, loin de là. Le Tour de France a au contraire renforcé le fait que j'ai la conviction que nous sommes de plus en plus nombreux et qu'il y a maintenant une majorité qui ne demande qu'à vivre aligné sur ses valeurs, à vivre aligné sur son utilité sociale pour sa communauté directe, aligné sur l'intérêt général. Et ce triple alignement sur une action qui a du sens pour soi, qui a du sens pour la communauté dans laquelle on vit, qui a du sens pour l'intérêt général, c'est cela que nous devons cultiver, c'est cela qui existe en chacun d'entre nous, c'est cela qui existe en chacun et chacune des Françaises et des Français, et c'est cela que nous allons révéler dans les 8 mois qui nous séparent de l'élection présidentielle. Savoir pourquoi on se lève le matin, c'est ça qu'on doit porter comme message. La France est prête. La France est prête, j'en suis convaincu de cette majorité-là, convaincu aussi en voyant cette magnifique Convention citoyenne pour le climat. Les Françaises et les Français, on les tire au sort, on les écoute, on les fait dialoguer et ils ressortent avec un projet qui arrive aux mêmes conclusions que nous. Oui, l'écologie sera l'espoir du 21e siècle, oui, l'écologie sera le génie du 21e siècle pour se réapproprier l'idée de progrès. Et cette France qui est prête, elle est déjà en mouvement. Elle est déjà en mouvement dans les marches climat, elle est déjà en mouvement dans les manifestations contre les violences faites aux femmes. Elle est déjà en mouvement aussi chez les Gilets jaunes que j'ai rencontrés de si nombreuses fois. Elle est en mouvement dans toutes ces marches contre les stigmatisations et les violences, contre l'antisémitisme. Elle est en mouvement parmi ces activistes, ceux qui font mauvais genre là, mais qui en fait nous font grandir plus vite la société, et que pour ma part, je soutiens pleinement. Cette France qui est prête, elle est aujourd'hui face à un obstacle. Emmanuel Macron s'obstine à ne pas l'avoir. C'est même plus que ça, il s'obstine à masquer cela, à faire taire cette France-là, à bâillonner la Convention citoyenne pour le climat, qui exprime cette rupture indispensable. Il restera le dernier président de 40 années presque d'impuissance. 40 années par ignorance, par incompétence, par enfermement dans des modèles anciens, par cynisme total également, auront été gaspillés dans le défi de notre génération, le défi de notre temps. Il a fait le choix, au lieu de cela, de nous diviser. Il a fait le choix de diviser les fonctionnaires et les salariés du privé. Il a fait le choix de diviser les jeunes et les vieux. Il a fait le choix de diviser ceux qui ont du boulot et ceux qui n'ont qu'à traverser la rue pour en trouver.
Il a fait le choix de protéger les plus riches en supprimant l'ISF, en mettant en place la flat tax pour leur rendement financier. Il a fait le choix de casser la jeunesse avec cette loi de la jungle qui revient maintenant, qui remonte, qui est partie des masters, qui est partie de l'insécurité économique, qui remonte maintenant jusqu'au lycée, en refusant d'ouvrir les droits du RSA dès 18 ans. Il a fait le choix de brider tout cela, mais la France est prête et nous allons le montrer dans les 8 mois qui arrivent. Les moments que nous vivons aujourd'hui sont des moments particuliers et la campagne que nous allons vivre va être une campagne particulière parce que nous pouvons déjà nous dire que tout le monde va raconter n'importe quoi. On l'a vu déjà dans la campagne des départementales et des régionales, c'est la course à l'échalote, on méprise et on se moque des compétences des institutions pour lesquelles on est candidat. Nous l'avions vu au moment des municipales, nous faisant doubler sur l'écologie, doubler sur notre gauche par les LR, par LREM dans les discours. Ça va continuer. Nous, notre responsabilité sera de conserver un cap clair, de ne rien promettre qui ne puisse être fait, que cette écologie concrète qui transforme la vie, c'est radical et pragmatique que nous assumons pleinement, que celui-là il puisse être entendu et qui serve de boussole dans cette espèce de brouillard organisé que va être cette campagne présidentielle sous Covid, parce que nous allons vivre une campagne présidentielle sous Covid, nous devons nous y préparer déjà. Radical, il faudra l'être, c'est l'étymologie elle-même, aller chercher les problèmes à la racine, c'est ça qui est le sens de mon engagement. Si je me suis engagé il y a un peu plus de 10 ans, c'est parce que je n'en pouvais plus comme militant associatif d'avoir à gérer des vagues de désespoir et d'injustice toujours plus fortes, que le seul horizon qu'on nous propose soit la compétitivité, soit la croissance du PIB. Je suis engagé fondamentalement parce que je veux lutter contre les injustices, parce que je suis pour l'émancipation, parce que voir des enfants qui n'ont pas la capacité de développer leur potentiel me tord les tripes, c'est ça la première racine de mon engagement, cette volonté résolue à lutter pour la justice sociale, pour l'émancipation de chaque femme et de chaque homme, de chaque enfant. Merci. Cet engagement, il s'est ancré dans une histoire qui n'est pas celle des militants écologistes de longue date, parce que même si j'ai été électeur écologiste dès ma majorité, en votant pour Noël Mamère en 1992, au régional, en Aquitaine, même si je suis devenu citoyen écologiste il y a une vingtaine d'années, en comprenant que mes combats sociaux et d'émancipation étaient connectés à ce qui se passait dans la dimension environnementale, que ce combat social et environnemental était indéfectiblement lié. Je me suis engagé il y a une dizaine d'années, une grosse dizaine d'années, en étant accueilli par ce mouvement écologiste, et je suis fier de cela, fier de cet état d'esprit d'ouverture et fier de porter une écologie de l'espoir résolument non productiviste, là où la nouvelle liberté est de se confronter aux limites de l'accumulation, aux limites de notre propre puissance, là où nous sommes les alliés des féministes, où je veux être le marchepied des féministes et de ces luttes-là, là où j'ai la conviction que la créolisation du monde nous fait grandir ensemble et que ça n'enlève rien à notre rapport direct et unique entre chacun des citoyens français et françaises avec la France comme pays. Nous sommes multi-appartenants à de multiples communautés, nous sommes tous avec un lien direct à la France et nous sommes tous multi-appartenants à de nombreuses communautés. Et je continuerai de porter aussi cette conviction d'une Europe fédérale qui est l'avenir aujourd'hui et une des clés de l'avenir du monde. Je continuerai de porter ce combat pour l'Europe fédérale et le multilatéralisme. Je continuerai aussi de porter la subsidiarité
comme guide. Nous avons besoin d'un État stratège, nous avons besoin d'un État qui assume le régalien, et nous pouvons faire confiance au territoire, là où les biens communs sont pilotés par des associations, par des citoyens, la société civile engagée, par des collectivités. C'est là que se passent les projets concrets. Nous sommes pour une France de la subsidiarité. C'est cela que je porterai à l'Élysée. Engagé pour porter le fer au cœur du système, engagé pour la justice climatique. Nous avons mené, peut-être que toutes et tous ne s'en sont pas rendus compte, mais les militants écologistes partout sur la planète ont mené ces dernières années un combat qui a produit un retournement majeur. La justice, il y a quelques années, c'était les nouveaux tribunaux entre les multinationales et les États. La justice aujourd'hui, c'est que nous sommes fiers à Grenoble, avec Paris, d'être derrière Grande-Synthe, à l'initiative de Damien Carême, dans le recours contre l'État, qui a vu d'ailleurs le Conseil d'État donner raison à ce recours des villes et des associations, que nous agissons avec des communes de l'Aude pour traîner Total en justice, que nous prenons des engagements, nous prenons des arrêtés contre les pesticides localement pour faire bouger la loi, que nous nous mobilisons pour sortir nos territoires des traités transatlantiques, CETA, TAFTA, que nous assumons la fraternité en donnant, en reconnaissant et en donnant les médailles de la ville à SOS Méditerranée, à Cédric Héroux, en nous dénonçant comme délinquants solidaires, parce que la justice aujourd'hui doit assurer la fraternité, parce que la justice aujourd'hui doit assurer le climat. Cette écologie est une écologie concrète, elle transforme la vie, nous l'avons vu partout, ceux qui ont été écoutés, les maires écologistes ont pu le voir déjà au bout d'un an de mandat, travailler sur le logement, l'alimentation, la mobilité, nos 3 premiers postes de dépenses, ça transforme la vie. Faire retirer la publicité partout où nous le pouvons, ça transforme la vie. Déployer une alimentation saine et que un quart de nos enfants puissent manger pour moins de 1 euro des repas bio et végétariens, ça transforme la vie. Développer les énergies renouvelables pour produire assez d'électricité pour couvrir dès l'année prochaine nos besoins électriques en énergie ni fossile ni nucléaire, ça transforme la vie. Gérer différemment nos déchets, ça transforme la vie. Devenir la capitale du vélo, ça transforme la vie. Embaucher, former des travailleurs pairs, des habitants des quartiers populaires pour que eux soient le vecteur de l'accès aux soins et de la prévention en matière de santé. Ça transforme la vie et ça réduit les inégalités sociales et territoriales de santé. Déprécariser les agents de la fonction publique, ça transforme la vie. Agir en ayant partout la parité dans les directions générales, dans les cabinets, dans les postes à responsabilité, ça transforme la vie. Maintenant, le défi que nous avons devant nous, c'est que le projet qui est là, qui a été construit par le pôle écologiste, ce projet qui est présenté lors de ces journées d'été, il trouve une traduction concrète. Et c'est ce que nous avons fait avec une certaine idée de demain, le mouvement que nous avons lancé l'hiver dernier, avec plus de 300 d'entre eux, parmi les 3500 inscrits, se sont mobilisés sur des groupes thématiques, ont été travaillés avec des syndicats, avec des chefs d'entreprise, avec des associations, des experts, des militants partout, pour présenter le plan que nous avons produit hier, transformer nos problèmes en emplois, réduire les gaz à effet de serre et créer 1,5 million d'emplois. Ce que je vous propose, c'est une écologie de l'espoir, une écologie radicale, une écologie pragmatique, une écologie qui sécurise le changement. C'est ce que nous avons à proposer à la France, à une France en insécurité, comment sécuriser le changement. Et c'est pour ça que nous avons proposé ce plan concret, tenir les engagements de la COP21, aller attaquer à la racine les situations de rente. Nous ne ferons rien si nous n'attaquons pas les situations de rente, si nous n'attaquons pas ces puissances de l'argent qui sont là juste pour accumuler encore plus d'argent. Elles sont au cœur de la destruction de l'environnement, au cœur de la destruction des liens sociaux. Nous ne pouvons pas être copains et il faut désigner nos adversaires. Là. Protéger les biens communs.
Et j'ai vu dans ce Tour de France comment les puissances de l'argent sont en train de se redéployer sur les biens communs, se redéployer sur les énergies renouvelables, se redéployer en achetant du foncier. Nous avons aujourd'hui en France des fermes qui sont achetées par des fonds de pension. Et donc nous sommes là face à un nouveau défi, protéger les biens communs de ce redéploiement des masses financières qui vont venir spéculer sur nos logements, notre foncier, et c'est pour ça que nous proposons une grande loi foncière. Vous avez tout ce détail, vous avez toutes ces propositions concrètes sur 48 pages dans notre document. Protéger, accompagner, transformer, attaquer les puissances de la rente, c'est ça aujourd'hui notre cap. Je veux être ce candidat-là, je veux dialoguer aussi avec vous dans cette carte blanche. J'ai été clair sur les chantiers, partout où je vais. J'exprime ce que nous allons faire. Je suis aussi clair sur les méthodes, parce qu'il nous faut être transparent sur les façons dont nous allons agir. Peut-être aussi parce que je suis ingénieur et que j'ai l'habitude d'essayer de construire des stratégies, de les expliciter, qu'elles soient lisibles, que tout le monde puisse s'orienter par rapport à celle-là. Cette radicalité fait bouger et elle est une réponse face à tous ceux qui craignent, et qui sont immensément nombreux et de plus en plus nombreux, tous ceux qui craignent la loi de la jungle et tous ceux qui craignent le dérèglement climatique. Cette loi de la jungle, ce dérèglement climatique, c'est nos deux défis. Nous allons le relever ensemble et nous avons 8 mois pour faire cela. 8 mois, ça se gagnera. Je terminerai par cela avant de prendre vos questions. Ça se gagnera en restant sur nos thématiques. Nous ne serons pas crédibles en essayant de reprendre les codes de nos adversaires. Nous ne serons pas crédibles en reprenant les mots, les idées, le terrain de jeu de nos adversaires. Nous ferons campagne sur nos thématiques. Nous abordons cette campagne avec un projet global. Mais ne nous trompons pas d'enjeu, c'est bien sur nos thématiques que cette campagne se gagnera. Et nous le ferons en étant unis comme nous l'avons été pendant toutes ces périodes. Nous avons la chance d'avoir une famille homogène politiquement, homogène sur son diagnostic de la société, homogène sur ses propositions. Et je veux saluer les 4 candidats à cette primaire écologiste à mes côtés. Je veux saluer Sandrine Rousseau, qui est une économiste hors pair, reconnue. Je veux saluer son courage aussi à sortir de la loi du silence, ça nous fait avancer. Je veux saluer Yannick Jadot, aux côtés de qui j'étais pour lutter contre le TAFTA et le CETA au Parlement européen. Son engagement clair depuis 12 ans au Parlement. Je veux saluer Delphine Batho, qui la première a su dire non à la baisse des budgets de l'écologie sous François Hollande, rappelez-vous, en 2013, et qui depuis travaille ardemment chaque dossier, et nous l'avons vu combative au moment de la loi climat à l'Assemblée. Je veux saluer Jean-Marc Governatori, qui est là dans le théâtre de Verdure, et qui, par ses livres et ses campagnes successives, porte ses convictions toujours avec constance. Nous sommes là, 5 candidats, vous pouvez les applaudir effectivement tous les 4, vous pouvez nous applaudir parce que ce que nous sommes en train de réussir avec cette primaire écologiste n'est que la première étape vers la victoire en avril prochain. Ça n'est que la première étape. Nous avons une France qui est prête, inquiète, mais prête. Elle espère. Nous avons des adversaires qui lui tendent des pièges, qui injectent le poison identitaire, qui injectent le poison de l'impuissance. Nous devons fixer le terrain du débat, le débat public, dans le bon sens, remettre les enjeux importants au cœur de ce débat public. Faisons-nous confiance, agissons de façon totalement décomplexée, alignée sur nos valeurs, forts de nos succès, forts de cette transformation qui continue à s'appuyer sur nos compétences, la force de travail, le sens de l'intérêt général, et qui aujourd'hui s'est transformée pour devenir une formation d'exercice du pouvoir
construisons notre plan, avançons dans le calme, réussissons chaque étape dans ces 8 prochains mois. C'est notre défi pour ces prochains jours, c'est notre défi pour les prochaines semaines. Nous allons révéler cette majorité culturelle écologiste qui existe en France. Je suis au service de cela, je sais que vous êtes au service de cela. Je sais que je peux compter sur vous. Vous avez toute ma détermination, toute mon énergie, tout le courage de tous ceux qui se sont déportés de leur chemin de vie pour réussir cette étape, pour changer la vie. 40 ans après, ce slogan « Changer la vie » est un immense et beau slogan pour nous, pour les années à venir. Merci. Je crois que ça leur a plu. Tu as sillonné la France, tu es allé voir sur le terrain beaucoup de gens pendant longtemps. Du coup, avec cette période qui s'ouvre, comment vas-tu trouver un deuxième souffle pour assurer la campagne et la victoire? Merci. Tu veux répondre ou on en prend plusieurs? Bon, peut-être que je peux répondre. Ah bah vas-y. Ouais. En fait, je pense que chacun doit se connaître ses forces et ses faiblesses. Moi, je sais que je tire mon énergie du contact avec les gens. Donc, vous ne me verrez jamais enflammer 10 000 personnes, faire un discours d'1 heure et demie, grandiloquent. Je ne suis pas de ce charisme-là. Par contre, je sais que je peux travailler pendant longtemps, très longtemps, sans dormir beaucoup, que je ne tape pas dans le rouge. Et je me connais suffisamment pour avancer. Donc d'abord cet été m'a donné énormément d'énergie parce que j'ai rencontré des gens qui sont inquiets et si je me bats pour m'engage en politique, c'est pour améliorer la vie des plus fragiles d'abord, la vie des pauvres, la vie des enfants. C'est ça ma priorité numéro 1, c'est ça qui me porte, c'est ça qui me donne du souffle au quotidien et donc je continuerai. Et puis j'ai aussi 7 ans de mandat derrière moi, et donc je sais que voilà, en flux continu, je connais mon régime de travail et donc je sais comment gérer l'animal. Voilà. Très bien. Donc là, tu sens que tu peux répondre à une autre question? Oui, c'est-à-dire que là, ça fait blaguer dans l'été parce que les gens me demandent tu prends pas de vacances machin. Je dis en fait dans ma tête, je me suis conditionné depuis que j'ai vu après l'élection d'Emmanuel Macron le paysage à l'échelle nationale avec l'effondrement du Parti Socialiste, le paysage national se dégager pour fédérer cet arc humaniste qui était le sens de mon engagement politique dans une politique locale, mais qui n'était pas ma culture, moi, la politique locale. Depuis que j'ai vu cela, je me suis entraîné et donc voilà, je sais comment je fonctionne et je sais que je peux durer comme ça. Et mon horizon, en fait, il faut se fixer un cap parce qu'il faut prendre plaisir à ce qu'on fait. Et donc le cap que je me suis fixé, moi je me suis dit, voilà, jusqu'en 2032, ton projet de vie c'est ça. Et du coup, je suis très très libéré. Voilà. Je profite de tout ce que je fais. Et je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc on en profite et on te pose une seconde question. La une du Canard enchaîné de la semaine dernière qui t'a décerné le melon d'or. Et voilà, savoir s'il fallait avoir le melon pour être président de la République. Merci. Oui, effectivement, 2 fois en plus. Ça fait déjà 2 melons d'or, parce que je crois que je l'ai regagné cette semaine, on m'a dit, en interpellant le ballon d'or, quand le melon d'or interpelle le ballon d'or. D'abord, ça me fait rigoler. J'ai commencé à lire les journaux tout petit, d'abord les pages sportives, que je continue à lire, au grand désespoir de certains, mais je continue à les lire. Et j'ai commencé à lire le Canard enchaîné au collège. Donc, me retrouver là comme ça, en première page du Canard enchaîné, en fait, ça me fait rire. Et puis, j'ai pas le melon, j'ai la pêche. Voilà. Voilà. Et comme on nous traite souvent de pastèques, ça fait déjà 3, vous me trouvez encore 2 légumes et ça fera vos 5 fruits et légumes par jour. Et puis, quand je me suis engagé en 2010, j'ai découvert la vie publique, ça m'a interpellé. Je m'intéressais à la politique, mais c'est un choc, un vrai choc. Je pense que s'il y a de nouveaux élus ici, ils ont peut-être connu ce choc-là. J'ai mis du temps à comprendre comment ça fonctionnait.
comment l'exercice du pouvoir fonctionnait, et comment il fallait séparer, travailler, s'entraîner à séparer qui nous sommes en tant qu'individus, le rôle que nous avons et le citoyen que nous sommes qui a des idées mais qui ne peut pas forcément transmettre entièrement dans son rôle. J'ai travaillé à cela, je me suis fait accompagner pour cela aussi, et j'ai trouvé au bout d'un moment une fable d'Ésope qui a été reprise par Jean de La Fontaine. Comme beaucoup des fables de Jean de La Fontaine, elles sont appuyées sur des textes qui ont 2000 ans de plus que ceux de Jean de La Fontaine. Et cette fable, c'est l'âne et les reliques. J'en parle de temps en temps. L'âne et les reliques, c'est un âne qui porte des reliques, et donc il se promène avec ses reliques, et tout le monde l'acclame. En fait, il acclame les reliques. Et au bout d'un moment, l'âne, il croit que c'est lui qu'on acclame. Donc il devient tout content. Il dit, non, je suis pas un âne en fait, je suis une rockstar. Et jusqu'au moment où les reliques tombent et où l'âne réalise qu'en fait, il est un âne. Voilà. Alors, quand j'ai commencé la politique, j'ai décidé de m'habiller toujours pareil, c'est mon costume. Ça a fait rire au début. Bon, depuis, c'est peut-être moins original que ça n'était en 2014, mais ça fait partie des reliques. Et donc, j'ai travaillé pour que ces reliques-là, eh ben, en fait, c'est pas moi. Et moi, je suis très heureux avec ma vie d'âne. Bon, ma vie d'âne, elle est très simple. Voilà. Vous me filez quelques copains, quelques bières, un peu de montagne, des bouquins, un peu de chansons, de quoi manger et à boire, et puis tout va bien. Je suis très heureux de ma vie d'âne, et je porte mes reliques, et quand on me félicite, quand on me critique aussi, quand on me menace, quand on m'encourage, eh ben en fait c'est les reliques que je porte, c'est l'homme public que je porte sur mon dos, et moi ça ne change pas qui je suis au fond de moi. Et comme en plus j'ai la chance, comme je me suis engagé tard, d'avoir l'ensemble de mes cercles d'amis et familiaux qui ne font pas de politique, et ben ceux-là ils me soutiennent, mais ils soutiennent l'âne que je suis et qui porte les reliques dans la vie publique. On m'indique que je parle trop. Tu ne pourras pas faire 35 questions, autant de déplacements de questions si tu réponds. Car comme vous le constatez, je suis vachement plus content de parler avec des questions parce que je tire mon énergie de cela, plutôt que de vous faire un discours castriste de 2 heures, que de toute façon j'aurais pas eu le droit de faire. Voilà, ça s'arrête au bout d'1 heure, comme tu le sais. Et donc on a une question là-bas, et puis il y en aura une deuxième après, derrière. Moi j'ai une question, c'est comment convaincre les classes populaires et les plus précaires qui subissent des difficultés financières très importantes du primat de l'urgence climatique aujourd'hui. Il y a une deuxième question, je crois, qu'il y a un micro qui a été donné derrière, c'est ça? Je sais pas si... Ouais, bonjour Eric. Tu prétends vouloir devenir président de la République française. C'est vrai. Comment tu envisages le fonctionnement d'un président écolo dans le cadre de la Ve République, et comment sortir de ce fonctionnement exorbitant, comment Macron le démontre tous les jours? Ok, on en prend une autre, je réponds à ces deux. Il y en a une là, mais je crois qu'il n'y a pas de micro. Ok, donc le temps qu'il arrive, je réponds. Soukaina, je vais à l'opposé. Je ne cherche pas à convaincre les classes populaires de l'urgence climatique. En fait, je ne travaille pas dans mon discours politique sur l'urgence. Vous avez peut-être pu le voir si vous avez lu mon livre Grandir ensemble il y a 2 ans. Vous l'avez peut-être vu, si vous n'avez pas lu le premier qui fait 250 pages, je vous conseille le deuxième qui en fait moins de 100, ça sera plus rapide, qui s'appelle De l'espoir. Pour moi, le message d'urgence, c'est les scientifiques qui le donnent. Le rapport du GIEC, il le donne. Moi, ma fonction de leader politique, c'est aujourd'hui de combiner des imaginaires qui sont très différents derrière un projet commun, et que ce projet commun, il part de nos vécus. Et quand on discute dans les quartiers populaires, j'étais encore à Narbonne dans les quartiers populaires mardi ou mercredi dernier, et ben en fait on parle du vécu, comme pour vous et moi en fait. Qu'est-ce qui nous fait lever le matin? Comment on va se loger, comment on va se déplacer, comment on va s'alimenter, quelles vont être nos activités culturelles, quel va être notre rôle dans la société? Est-ce qu'on aura une reconnaissance sociale pour ce que nous faisons? Est-ce que nous sommes attendus? Est-ce que nous avons la capacité de nous épanouir? Voilà, je pars du vécu, et je pense que l'écologie que je porte, cette écologie de l'espoir, c'est celle-là. L'urgence, je pense que tout le monde l'a en tête, hein, et le signal, pour moi, il est donné par les scientifiques. Nous traçons un chemin positif, nous proposons de nous réapproprier l'idée de progrès. Et donc jamais, dans mes campagnes municipales,
jamais je n'ai parlé d'urgence. Tout le monde le sait, l'urgence, et puis plus ça va aller, plus ça va se savoir. Il y a 20 ans, on regardait le Bangladesh avec de l'eau jusqu'aux chevilles. Maintenant, voilà, on voit la situation partout en France. Où qu'on soit, nous voyons les conséquences du dérèglement climatique. Donc partons du vécu des gens, c'est ça qui donne du sens aux communautés, garantissons, amenons des sécurités du quotidien, chérissons ensemble le commun, le vivant, et apprenons cet usage de la limite, nourrissons notre désir de sens, c'est ça qui va nous faire bouger, le reste c'est le message des scientifiques, des lanceurs d'alerte, ils sont très nombreux. Nous avions ce rôle-là, peut-être d'être leur porte-voix pendant des décennies. Aujourd'hui, nous avons le rôle de conquérir le pouvoir et de changer la vie concrètement. La 5e République, pardon, merci. Ma première contribution au projet du pôle écologiste, c'était de dire que quand je serai élu président de la République, ma première décision sera de lancer un référendum. Référendum qui se tiendra au moment des législatives. Et ce référendum, il a 5 propositions. La première, c'est, comme le propose la Convention citoyenne pour le climat, d'intégrer la garantie du climat dans l'article 1 de la Constitution. Je parlais tout à l'heure de justice climatique, ça nous donnera un levier pour cette justice climatique. La deuxième, c'est de séparer la justice de l'exécutif, comme l'ont promis plein de candidats, mais jamais fait, les nominations des procureurs. La troisième, c'est de supprimer l'article 13 et l'article 16 de la Constitution. L'article 13, c'est que c'est le président de la République qui nomme seul aux emplois civils et militaires. Le 16, c'est qu'il peut s'arroger des pleins pouvoirs. La quatrième, c'est la proportionnelle, avec une petite prime majoritaire à l'Assemblée nationale. Et la 5e, c'est le référendum d'initiative citoyenne pour nous permettre de continuer à réformer notre Constitution après. Et donc ce référendum-là, il va faire un choc démocratique et faire sauter ce verrou démocratique et nous permettre après de continuer à réformer notre Constitution, là où aujourd'hui nous sommes complètement bloqués parce que tous ceux qui essayent avec plus ou moins de conviction et de façon plus ou moins cynique utilisent l'article 89 de la Constitution qui nécessite le vote conforme du Sénat et de l'Assemblée nationale et donc ils partent dans le mur. Donc là, avec cette réforme qui utilise l'article 11, profiter de la légitimité d'un président nouvellement élu pour faire sauter ce verrou démocratique et nous permettre ensuite d'avancer. Après, sur la pratique politique, ceux qui ont travaillé avec moi, partout où je conduis des équipes, c'est aussi mon goût, penser des systèmes, les mettre en acte, transformer des façons de faire, savent et ont expérimenté le travail collectif, ont expérimenté la délégation. Là aussi, depuis mes premiers engagements, j'ai appris, j'ai cultivé cela, parce que je crois profondément à ce travail collectif, à la diversité des équipes, et c'est le fondement aujourd'hui de mes pratiques, et je continuerai. Là-dessus, vous pouvez faire que référence à ce que nous avons fait. Ça veut dire aussi tenir des positions en tant que chef qui conduit des équipes. Il faut savoir tenir des positions, et je me suis entraîné aussi à faire cela. Quand j'ai été licencié d'HP en 2011, c'est parce que j'ai refusé, en tant que cadre dirigeant, de mettre en œuvre un plan de délocalisation qui devait toucher mes équipes d'Europe de l'Ouest pour aller les mettre en Bulgarie et en Chine. Voilà. J'ai dit non, j'avais dit non plein de fois avant, j'ai continué à dire non, cette fois-ci j'ai été viré, mais c'est en s'entraînant à mettre en œuvre ce que l'on souhaite et nos convictions, à les mettre en œuvre concrètement, qu'on avance et qu'on se sent plus fort, on regagne de l'espoir dans l'action. J'ai une demande là-bas, apparemment c'est une question de groupe, donc je ne réponds de rien. Oula, il se lève à plusieurs. Et puis je crois qu'il y a 2 questions par là, c'est ça, on va commencer par vous, allez-y. Ah oula, il y a un slogan. C'est écrit quoi? Bonjour Eric. On a du coup un message de nos montagnes qui est d'amener l'écologie au sommet. Donc la question elle est assez simple, c'est comment du coup tu penses amener l'écologie au sommet? Quelle est la stratégie que tu as pour du coup nous amener à la victoire, pas à un beau score, à la victoire à la présidentielle? Au passage, là c'est plus une question personnelle, mais il y a cette question de la primaire populaire qui actuellement, je me pose la question de comment toi tu penses éventuellement utiliser ce tremplin. Est-ce que c'est un tremplin? Si oui, à quelles conditions? Et si ça l'est pas, pourquoi? Il y a deux autres questions. Comment amener l'écologie au sommet? Vous avez évoqué tout à l'heure les accords de libre-échange, dont le CETA. La Convention citoyenne pour le climat proposait de faire un moratoire sur le CETA. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui face à ces accords de libre-échange qui placent les multinationales au-dessus des États?
en leur permettant de saisir des tribunaux d'arbitrage privés. Quelle serait votre mesure pour mettre fin à l'impunité des multinationales et de ce système qui ne devrait pas perdurer? Je vous remercie. Okay. Moi je fais partie des jeunes pour Piolle, donc je suis déjà acquis à la cause et à la campagne, mais il y a une question quand même qui... C'est très bien, je vous encourage à faire pareil. Il y a une question quand même qui m'intéresse sur l'exemplarité de la République et de ses représentants. Donc j'ai vu que vous aviez réduit de 25% vos indemnités en arrivant à la mairie de Grenoble, et pourquoi ça vous semble important de faire ça aussi au niveau national, et est-ce qu'il y a quelque chose d'envisageable dans le même genre en arrivant à l'Elysée? Sur les traités, CETA, TAFTA, nous sommes à Grenoble, comme dans beaucoup de collectivités, nous sommes déclarés hors TAFTA, hors CETA. Là, évidemment, il y a un combat clair à mener, et c'est pour ça que ce combat sur la justice climatique face à la justice des multinationales, il est essentiel. C'est pour ça aussi que intégrer la garantie du climat dans l'article 1 de la Constitution, dès mon élection, c'est essentiel. Derrière, il y a des négociations également à l'échelle européenne. Nous préparons ces négociations. Nous allons accentuer cette préparation après les primaires avec des équipes de diplomates, d'économistes, de juristes également. Il nous faudra travailler sur cette question-là. Mais d'ores et déjà, vous voyez qu'il y a eu un retournement quand même par rapport à il y a quelques années autour de la justice. La question sur l'exemplarité, elle est importante. Elle est importante parce que effectivement, on a réduit nos indemnités de 25% en arrivant à la mairie de Grenoble. Pourquoi? Parce que nos prédécesseurs socialistes s'étaient augmentés de 25% en 2008, au moment de la crise financière, parce que c'est compliqué de gérer une crise. Donc voilà, ils avaient fait ça, et donc on a dit ben non, en fait, ça n'a pas de sens. Et puis il fallait fixer un montant pour cette indemnité. Bon, c'est une indemnité, pas un salaire, hein, il faut le rappeler. Nous exerçons un mandat, pas un métier. J'ai choisi symboliquement d'avoir une indemnité qui est à peu près dans la barre des 10% des revenus les plus élevés. Donc, voilà, j'ai une indemnité de maire et j'ai démissionné de mon mandat de conseiller régional, hein, je crois profondément au non-cumul des mandats. Cette indemnité de 3 500 €, parce que il faut que, si on veut transformer la vie publique, il faut que les gens puissent se dire qu'ils peuvent en être. Et peut-être que c'est aussi lié, c'est la même logique que m'a tenue. Quand j'ai commencé, mes enfants, dont certains sont ici, aujourd'hui étaient tout petits, et la première fois qu'ils m'ont vu à la télé, ils m'ont dit « Papa, est-ce qu'il faut être vieux, gros et en cravate pour faire de la politique ?» Ben non. Voilà. Ben non. Et donc, il faut casser les codes. Et là où la majorité aujourd'hui des grands élus sont au maximum légal, c'est 8 000 €. 8 000 €, c'est impensable en fait pour n'importe qui de normalement constitué. Il ne sait pas ce que vous faites de votre pognon. Il se demande quel intérêt de gagner tout ça. Je parle même pas de ceux qui gagnent des millions, hein, qu'il faut attaquer directement parce qu'ils sont la source des nuisances, mais même là, ils savent pas. 3 500 €, ben voilà, ils savent ce que c'est une vie confortable, où vous pouvez vous loger, vous pouvez partir en vacances, vous pouvez élever vos enfants tranquillement, et cette capacité de projection, elle est importante. De même que j'ai rendu mon patrimoine public. Mon patrimoine, celui de mon épouse, ça c'est facile puisqu'on est communauté de biens réduite aux acquis, celui de mes enfants, parce que je pense que là aussi, si nous voulons avoir une classe dirigeante qui soit politique, qui soit plus exemplaire qu'elle ne l'est aujourd'hui, il faut donner des signes. Et ce que j'avais proposé au moment de la loi sur la transparence de la vie publique, c'était qu'on fasse comme au Tour de France, que tous les vainqueurs ils aient un contrôle fiscal et qu'après on tire au sort quelques concurrents qui ont perdu et qu'ils aient également un contrôle fiscal. Voilà. Ça, je pense que ça peut changer effectivement la donne, parce que de fait, ça change le climat politique hein, quand nous nous promenons à pied, en transport en commun, en vélo, que nous n'avons plus de chauffeur, que nous ne promenons pas avec quelqu'un qui nous tient notre manteau, l'autre qui nous tient la serviette, et puis un troisième qui est là pour prendre des notes quand quelqu'un nous interpelle et qu'on n'a pas envie d'être emmerdé. Cette proximité directe avec les habitants, les maires écologistes, les élus écologistes, nous la portons haut et fort. Cette exigence de la vie publique, là aussi, c'est un entraînement, et je crois que nous transformons, hein, et peut-être que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, parce que maintenant que nous avons beaucoup d'élus partout, nous avons tendance à oublier que ces codes-là sont spécifiques. Et en côtoyant, moi, l'ensemble de la sphère politique, je peux vous garantir que cette façon de faire de la politique, cette pratique politique-là, n'est pas le fonctionnement, encore aujourd'hui, standard de la vie politique. Nous avons diminué par 3 les factures de resto à la mairie de Grenoble, nous avons divisé par 4 les factures de déplacement. Ça n'est pas encore une pratique, donc conservons cela en tête, amis écologistes, amis élus écologistes, conservez en tête que nos pratiques politiques sont encore des politiques novatrices, même si elles vous semblent normales.
Et puis, je vais finir par la question de mes amis montagnards. Je suis à la fois pyrénéen et alpin, donc extrêmement sensible à la montagne, qui était peut-être mon premier rapport extrêmement humble à une pratique non anthropocentrée, parce que quand on est en montagne, non seulement on vit l'expérience du dépassement de soi, on vit la solidarité, mais on vit aussi sa petitesse par rapport aux éléments, et ça, je crois que ça structure, avec cet émerveillement, avec la beauté des paysages, ça structure forcément les femmes et les hommes qui pratiquent la montagne. On dit que je suis trop proche d'Hidalgo, on dit que je suis trop proche de Mélenchon, on dit que je suis trop proche de je sais pas qui encore, que c'est chelou parce que le directeur adjoint de Marine était un des piliers de la campagne de Bayrou de 2007, que je discute avec François Ruffin, Clémentine Autain, Manon Aubry, Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure, Anne Hidalgo, que je discutais avec Mathieu Orphelin avant qu'il s'engage au sein de LREM, pendant qu'il était au sein de LREM, après qu'il soit sorti de LREM, et que j'ai toujours autant de plaisir de discuter avec lui. Oui, effectivement. Pourquoi? Parce que je me suis engagé il y a 10 ans en ayant la conviction que c'était l'écologie qui allait structurer, par sa capacité à mêler les questions sociales et environnementales, qui allait structurer le paysage politique. Que nous allions avoir un modèle néolibéral de plus en plus affirmé, de plus en plus autoritaire. Il n'était pas comme cela il y a 10 ans. Je disais déjà qu'il allait être cela, et l'effondrement du bipartisme était pour moi inexorable, qu'il y aurait une réponse réactionnaire et identitaire, et que nous avions un arc humaniste à fédérer. Donc je continuerai à être proche de tous ces gens. On peut constater là, physiquement, en 2014 et en 2020, que nous avons su fédérer tout cet espace politique à Grenoble, et que nous l'avons fédéré autour de l'écologie politique. Et ma conviction profonde, c'est que nous avons 8 mois devant nous pour que les Françaises et les Français, à l'issue de la campagne là des primaires, se disent « Waouh, une candidature écologiste, eh ben tiens, c'est pas ce qu'on attendait, ça nous surprend. À la fois, nous sommes nous attachés et nous voulons que l'écologie pèse, mais on trouvait qu'ils étaient un peu strange. Et ben en fait, ils sont au niveau. En fait, ils sont en train de nous parler. Et c'est comme cela, en tenant ce chemin-là, que nous allons petit à petit gagner. Nous avançons étape par étape. La stratégie que j'ai explicitée, rendue publique il y a maintenant plus d'1 an, je continue de la mettre en œuvre. Nous la mettons en œuvre collectivement, et je suis pour ma part convaincu, avec toute ma détermination, tout mon engagement et tout mon enthousiasme, que nous gagnerons en avril prochain. Et donc, dans le même temps que nous faisons ces campagnes-là, nous sommes déjà en train de préparer l'exercice du pouvoir, parce qu'on ne peut pas gagner par surprise une élection présidentielle. On ne peut pas se dire qu'on met toute notre énergie dans la campagne et qu'on verra après si on a gagné. Nous sommes déjà en train de préparer la suite, parce qu'il faut anticiper en permanence. Ce sillon-là, nous allons le porter ensemble, nous allons le cultiver ensemble. Je sais que je pourrai compter sur toute la famille écologiste. Je sais que tous les autres de l'arc humaniste, petit à petit, vont venir autour de cette écologie politique, et que quand nous aurons fait cela, alors, ceux qui votent aujourd'hui pour Emmanuel Macron juste parce qu'ils nous voient exploser façon Pulse et qu'ils ont peur du Rassemblement national, qui votent en disant que la loi de la jungle c'est dégueulasse, que ça leur tord les tripes, que le climat, eh ben, il ne fait rien pour le climat, qu'il a trahi à la fois cette lutte contre l'extrême droite, et qu'il a trahi la lutte pour le climat, eh ben, tout cela, au lieu de continuer à voter parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, ils viendront voter pour un projet qui les inspire, qui leur donne l'envie de se lever le matin pour contribuer à un vrai projet de société. Et nous gagnerons. Bravo. Merci beaucoup pour votre soutien, pour vos engagements, pour tous ceux qui nous ont accueillis, pour tous ceux qui me soutiennent, pour tous ceux qui soutiennent les autres candidats. Nous sommes une famille politique cohérente, avec une responsabilité devant elle. Assumons cette responsabilité. Assumons-la avec passion, avec enthousiasme, avec énergie, avec détermination. Avançons étape par étape. Et en avril prochain, nous gagnerons à l'Élysée. Et alors seulement, le travail commencera. Vous vous rappelez du nom du site? Une certaine idée de? C'est bon. Est-ce que vous vous rappelez du slogan et donc du hashtag sur Twitter, l'écologie?
Je crois qu'ils sont prêts. Il y a aussi les jeunes pour Piolle, les JPP. Alors ceux qui ont cru que JPP c'était Jean-Pierre Pernaut ou Jean-Pierre Papin, ça veut dire que vous êtes trop vieux pour aller chez les JPP. Les autres ont compris. J'ai vu qu'il y avait des questions qui ne pouvaient pas être posées. La primaire, c'est des règles. Il ne faut pas dépasser les délais, sinon c'est pas impartial. Et donc ceux qui ont encore des questions, on sera à la buvette avec Eric, avec l'équipe, avec toute cette équipe dont on vous a parlé. Vous n'hésitez pas. Il y a encore 2 jours et donc on pourra encore se poser plein de questions. Et puis puisque certains parlent des sondages, vous dire que moi aussi je regarde les sondages et que les sondages nous disent que les Français ont envie d'un candidat, d'un président qui a été maire par le passé, que c'est quelque chose qui leur plaît, qu'ils ont envie d'un candidat qui ait eu des expériences dans le privé avant, et troisièmement, un candidat qui soit nouveau pour eux, qu'ils ne connaissent pas encore dans le paysage médiatique. Ça les intéresse et nous ça tombe bien parce qu'on a un candidat qui en plus gagne à être connu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il gagne à être connu? Alors venez, aidez-nous, on y va, on y croit. Merci. Et je voulais savoir les mesures que tu comptes mettre en place, parce que je sais que derrière le projet écologique, derrière le climat, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour réduire les inégalités de genre, les inégalités structurelles de notre société. L'handicap reste quand même une très grosse inégalité. Tout à fait. Qu'est-ce que tu peux faire pour ça? En plus, à Grenoble, on travaille beaucoup sur la question. On a eu des gens qui nous ont bougé là-dessus, notamment François Suchot, qui était adjoint écolo en 1995. Ce qui fait qu'on est, depuis maintenant 20 ans, tout le temps dans le top 3 des villes les plus accessibles. Et ce que nous portons à l'échelle locale sur le handicap montre qu'on en a fait un vrai sujet. Voilà. Après, il y a des propositions dans le projet du pôle écolo. Et puis nous, on dévoile petit à petit. Là, on a fait la partie gaz à effet de serre, création d'emplois et baisse des gaz à effet de serre. Et on dévoilera petit à petit le travail qu'on a fait avec ces 300 experts. Voilà. Mais là, déjà, tu auras la dimension du projet écolo où on a fait des contributions dans le domaine. Qui va être présenté là. Ouais, c'était bien, moi je trouvais ça cool. La page est top, le titre, là, c'est porter une statue d'un dieu. Ok, là, c'est porter une statue. Bah, très bien. Non, si, moi je trouvais ça bien. J'étais déjà un peu convaincue quand même. Faut leur demander à eux, du coup, c'est ça. C'est plaisir d'avoir du monde comme ça. Ouais. Bah, moi j'ai pris un petit coin à l'ombre, mais on était tous serrés. Non, c'était cool.